Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Open Startup. Chaque semaine, vous retrouvez ici des sessions d'échange avec des entrepreneurs qui nous amènent dans les coulisses de leurs entreprises en partageant leurs visions et plusieurs apprentissages. Aujourd'hui, je reçois Benoît Maury, le fondateur et dirigeant de Wellib, une solution dédiée aux experts comptables basée à Bordeaux. En seulement 4 ans et du haut de ses 26 ans, Benoît est passé de son stage de fin d'études à la gestion de sa start-up avec bientôt une vingtaine de collaborateurs. Benoît nous partage les débuts de l'entreprise jusqu'à leur récente levée de fonds et son envie de dynamiser le marché de la comptabilité. Je ne vous en dis pas plus, sauf peut-être me présenter pour celles et ceux qui écouteraient pour la première fois. Je m'appelle Guillaume Comagnac, je suis directeur associé chez Tracteur et très heureux de vous retrouver chaque semaine pour vous proposer ces conversations. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Benoît. Salut Guillaume. Merci de répondre à l'invitation. Content de démarrer cet enregistrement avec toi. On va parler de Wellib, évidemment. Mais avant de parler et que tu nous présentes Wellib, ça serait bien que tu te présentes à nos auditeurs, nous dire qui es-tu, d'où est-ce que tu viens, en gros, un petit peu une présentation de Benoît avant de présenter Wellib, parce que j'ai souvent ce syndrome des entrepreneurs quand je leur demande de se présenter. Ils shiftent très vite sur la présentation de leur entreprise, donc une petite présentation de toi avant, ça serait cool. Ok, alors moi il y a moyen que ce soit le cas aussi parce que donc moi je suis Benoît, j'ai 26 ans et donc Wellib c'est une bonne partie de ma vie, hein, c'est quasiment mon premier taf. Donc je suis originaire de Bergerac en Dordogne, j'ai fait toutes mes études en filière expertise comptable. Donc je me prédestinais à être expert comptable initialement, sans pour autant avoir qui que ce soit dans ma famille qui soit du secteur. Et suite à quelques expériences en cabinet, en alternance ou en stage, j'ai identifié la problématique de Wellib, qui est une solution dédiée au cabinet d'expertise comptable. Donc c'est une solution sur laquelle je travaille depuis 2017 maintenant. Donc voilà, ça a permis de me forger également, hein, forcément, puisque le pro perso et quand on est entrepreneur se croise beaucoup, mais d'autant plus quand c'est en premier taf, quand c'est juste aux sorties de tes études, c'est vraiment dans la continuité. Donc j'essaie de pas trop aller sur et à titre perso. Donc je pense que je suis un entrepreneur forcément parce que c'est quelque chose de très naturel pour moi. Voilà, assez ouvert et passionné par ce qu'il fait. Top. Bah, bravo d'avoir relevé le défi, parce que franchement c'est très bien fait. J'ai vu en regardant que justement tu dis que là ça a été ta première expérience, même si tu as fait des stages en cabinet comptable. J'ai lu que tu avais carrément lâché un de tes derniers stages pour monter Wellib. Ça a été quoi vraiment le déclic pour ça? T'as senti qu'il y avait une vraie urgence à entreprendre, entre guillemets Ouais, en fait, en gros, j'ai fait ma licence 3 en alternance, où je faisais vraiment le métier le plus basique en cabinet, c'est la saisie comptable, donc très peu stimulant intellectuellement, mais du coup, ça me permettait de réfléchir à côté. Et je suis reparti en études, en master, en formation initiale, et j'avais du temps, et compte tenu de cette expérience-là, de mon temps aussi, et puis de mon implication dans la junior entreprise de l'IAE Bordeaux, j'ai commencé à réfléchir à un business model, à me dire tiens, comment est-ce qu'on pourrait simplifier l'organisation de cette profession? Est-ce que c'est possible sans trop y croire, hein? Pour moi, c'était vraiment un Everest de créer une entreprise à mon niveau. Et puis j'ai écrit un premier deck que j'ai diffusé à tout le monde, à tous les incubateurs, l'auberge numérique notamment à l'époque, qui m'ont dit ben voilà, c'est pas idiot, il y a quelque chose à faire potentiellement. Moi, j'avais vraiment rien du tout initialement, mais en tout cas, ils m'ont encouragé. J'ai commencé à travailler avec un pote au début, même si ça n'a pas fait sur le long terme. Ben on a quand même travaillé, fait un bout de chemin ensemble. J'ai eu mon master. Et là, quand tu as ton master en tant que futur expert comptable, on va dire, tu entames ton stage d'expertise comptable, c'est-à-dire du bac+5 au bac+8, où tu es en Mhm. CDI, mais tu travailles quand même en cabinet.
Et donc mais t'es quand même étudiant, t'es stagiaire Oui. expert comptable. C'est Ok. équivalent un petit peu de l'interne en médecine. Et C'est vraiment le stage de fin d'études qui permet de finir de valider le diplôme. En gros, toute ouais, la partie théorique, etc., elle est faite. Ensuite, t'as plus que le stage à terminer. Une fois que le stage est terminé, t'as le diplôme, c'est ça? ouais, en fait, c'est même plus poussé que ça. C'est vraiment comme un interne. En gros, tu fais la même Ok. chose que si tu étais expert comptable, avec moins de compétences et moins de salaire également. Et t'apprends effectivement, tu mets en pratique toute la théorie que t'as appris. Tu dois passer un diplôme à la fin. Tu dois passer ton mémoire également, Ok. donc qui doit apporter quelque chose de nouveau à l'état de l'art. Donc c'est un gros travail à la fin du stage d'expertise comptable. C'est un vrai travail. Tu dois cumuler l'exigence d'études avec l'exigence du travail, parce que t'es pas comme un stagiaire. T'es vraiment impliqué. T'as vraiment un vrai rôle au sein d'un cabinet. Donc c'est assez particulier, et c'est vrai que on dit toujours comptable, expert comptable. Il y a toujours la nuance qui est très peu comprise du grand public. Et il y a une vraie grosse nuance, hein, parce que tu peux être comptable quasiment directement après le bac, et t'es expert comptable au bout d'un bac plus 8. Donc le Ok. niveau d'études et d'exigence est crescendo. Et donc j'ai ce job-là, je l'ai fait à mi-temps après mon master, parce que j'ai intégré l'auberge numérique à Bordeaux Mhm. en parallèle pour travailler sur Willib justement. Donc ça, j'ai fait ça en mi-temps pendant 8 mois, on va dire. Ouais. Donc c'était bien parce que ça me permettait de parfaire mes connaissances du secteur. Willib, c'était encore une fois pas grand-chose à ce moment-là. Il y avait même pas un produit en réalité, tellement le produit était mauvais. Euh, mais c'était hyper formateur de faire 2 jours incubateur, 2 jours cabinet. Et au bout d'un moment, ben ça devenait ingérable. Il fallait faire un choix. C'était effectivement le moment de se lancer, parce que le marché de l'expertise comptable était en pleine évolution, en plein bouleversement. Je savais que si je le faisais pas maintenant, dans 3 ans, quelqu'un aurait pris probablement la place. Donc voilà, j'ai pris la décision de quitter, d'interrompre ma formation d'expert comptable, de dire tiens, potentiellement je ne serai jamais expert comptable, pour mettre à temps plein sur Willib et sur le développement. Et c'est une décision que je regrette pas le moins du monde. Ouais, bah aujourd'hui encore moins parce que voilà, on en parlera après, mais l'entreprise a bien grandi par rapport aux 2 jours que tu as accordé au tout début. Mais c'est vrai que c'est pas non plus, j'imagine, une décision simple. On se dit ah ouais, mais attends, j'ai déjà fait 5-6 ans d'études, là je suis en train peut-être tout lâcher pour partir vers un truc qui est totalement inconnu. Je sais même pas si ça existera encore dans un an, mon idée. Donc non, félicitations pour ça. J'imagine de toute façon, comme tu l'as dit, hein, il faut pas avoir de regrets, donc il faut se lancer. Moi, j'aimerais juste savoir ton lien peut-être avec la technologie ou l'environnement startup, parce qu'au final, alors je me trompe peut-être, mais toi, tu travailles aujourd'hui dans une société qui a pour but d'aider la formation, le secteur comptable à aller vers plus de numérique. Donc ça prouve que c'est pas par naissance et nativement un secteur qui est très technologique en soi. Tu me diras si je me trompe, hein, peut-être c'est peut-être une mauvaise croyance de ma part. Mais toi, ton lien avec la techno, est-ce que juste t'es un passionné de ça, tu bidouillais à côté, ça t'est venu d'où de te dire je vais faire une start-up quoi? Ouais, j'ai créé mon premier ordinateur à 3 ans. Ex nihilo. Non, du tout. À 3 ans, je joue au Playmobil comme tout le monde. Non, et d'ailleurs, Willib, on n'a pas pitché rapidement, mais effectivement, Oui, vas-y, je t'en prie. Willib, on aide les cabinets d'expertise comptable à se digitaliser. Donc on fournit une interface à leur couleur, hyper simple, qui leur permet de communiquer facilement avec leurs clients, d'échanger des documents, de collecter automatiquement tous les documents de l'entreprise, et donc de communiquer avec elle sur un espace sécurisé, avec un outil de suivi des tâches collaboratif très simple et qui interconnecte tous leurs outils. Le point de départ, c'était il y a beaucoup de comptables en ligne qui émergent, qui ne sont pas force de conseil, qui sont potentiellement dangereux pour l'expert comptable, mais qui lui offrent une expérience fluide. Et à côté de ça, on a l'expert comptable hyper compétent, mais qui n'a pas de solution digitale pour communiquer et échanger facilement avec ses clients. Ouais, parce que c'est vrai que concrètement aujourd'hui, quand on monte une entreprise, ben on a
à la fois de la facturation auprès de nos clients, mais on a aussi des fournisseurs de services. Et c'est vrai que peut-être que l'ancien temps, c'était de aller transmettre les factures, aller transmettre Mhm. tout ça Exactement. à son expert comptable, soit en papier, parce que c'est même encore le cas, je pense, pour certaines entreprises, Exactement. Bon, soit faire des mails et des mails et des mails, ce qui fait que l'expert comptable il est un peu noyé dans tout ça. c'est Et ça. aujourd'hui, vous vous interfacez un peu au milieu pour dire, on va simplifier à la fois la vie du client dans le sens où il a un guichet unique où tout déposer, et de l'autre côté, pour le comptable, pareil, il a un endroit où c'est structuré, organisé. Exactement. J'ai bien Ah, pitché, c'est je peux ça. être Non, non, embauché chez Wellib. c'est l'idée, effectivement. Si tu cherches un taf, n'hésite pas. Ouais, et c'est encore le cas beaucoup, hein, les Dropbox, Google Drive, etc. En fait, les chefs d'entreprise s'organisent comme ils peuvent, à défaut que leur expert comptable leur propose des solutions. Alors, il y a de plus en plus de solutions qui émergent, qui sont géniales pour gérer un bout de ton entreprise, faire ta facturation, pour récupérer ta banque automatiquement et l'avoir en temps réel. Mais à chaque fois, ça s'adresse qu'à une petite partie des entrepreneurs ou une petite partie toi en tant qu'entrepreneur de ton activité. Et donc nous, Willib, on essaie d'avoir une démarche globale pour l'expert comptable en disant, ben voilà, tous vos clients, ils seront au même endroit, ils ont un endroit pour échanger, et le client final, en fait, toute la vie de son entreprise, elle est là. Mhm. Chez son expert comptable de manière sécurisée. Et quand tu es entrepreneur, tu te rends pas compte que eh bien tous les ans tu as cette taxe qui va tomber et tu découvres cette taxe la première fois que tu reçois le rappel. T'es pas au courant que tu dois transmettre tel ou tel type de document, que tu as différentes parties prenantes, ton banquier, ton avocat, ton expert comptable, etc., etc. Et cetera. Et donc nous avec Willy, le but pour les entrepreneurs, c'est qu'ils aient toute la vie de leur entreprise au même endroit, géré de manière hyper simple et hyper automatisée, et avec quelqu'un derrière qui peut leur apporter du conseil, à savoir l'expert comptable. Donc à travers l'expert comptable, on rend service à l'entrepreneur. Yes. Mais par contre, vos premiers clients, vous, en tant que Wellib, ce sont plutôt les cabinets comptables, c'est ça? Exactement, on travaille juste. C'est-à-dire que là, on a un peu vendu du rêve dans le sens où si je suis une entreprise et j'entends qu'il y a potentiellement un endroit où mettre tous mes documents, je peux pas dire à Wellib, Non, allez voir mon comptable, quoi. Enfin, si, je pourrais, mais il faut que tu dises à ton expert comptable, j'insiste, tu dis pas à ton comptable, tu dis à ton expert comptable d'aller voir Willib, ou alors tu viens chez un expert comptable qui est déjà utilisateur de Willib. Effectivement, c'est un gros parti pris chez nous, c'est quelque chose qu'on ne remettra jamais en question. On travaille pour les cabinets. Et c'est ce qui fait vraiment notre différence aussi. On pourra peut-être en reparler sur ce marché-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment la volonté de travailler que pour les experts comptables et de pas les bypasser. Là où la tendance, c'est vraiment, je m'adresse à l'entreprise, je m'adresse à l'expert comptable, et puis potentiellement, je m'appuie sur l'entreprise pour me ramener plus d'experts comptables. Nous, on fait pas ça. On travaille que pour les cabinets. ouais. Et puis tu l'as dit, et du coup, c'est un sous-entendu dans ton premier pitch, t'as dit à leur couleur. Ça veut dire que aujourd'hui, les cabinets peuvent proposer Wellib en marque blanche. Est-ce que tu peux nous expliquer, même si côté marque blanche est connu de pas mal de personnes, mais peut-être qu'on redonne cette définition-là pour que ce soit bien clair. Ouais, marque blanche, ça veut dire que c'est aux couleurs du client, donc de notre client. La marque Willib, elle n'apparaît jamais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande quand on s'adresse à des professionnels comme nous on le fait, où notre volonté c'est que notre marque soit connue vraiment que de ces professionnels-là, mais pas forcément de leurs clients. Eh bien, toi, si tu es entrepreneur, tu te connectes sur le site de ton expert comptable, tu retrouves une plateforme avec son logo, avec ses couleurs, avec son application mobile également, puisqu'on lui développe son application mobile. Et Willib n'apparaît jamais. Et nous, notre but, c'est d'être les plus connus des cabinets et les moins connus des chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, ça nous arrive des fois que des chefs d'entreprise nous disent, mais tiens, regarde, moi j'utilise ça de mon expert comptable, etc. Je sais pas si tu connais. Et puis, non, mais en fait, c'est Willib. C'est justement ça, Willib, parce que la marque, elle apparaît jamais. Ça doit être top quand ça t'arrive. C'est le meilleur des feedbacks d'avoir réussi à se rendre invisible au final. Ouais, exactement, Et exactement. donc, si je reviens quand même à ma question d'avant, le côté Digital. donc quand même technologique, digital, ouais, ça devient d'où et... En fait, ouais, j'ai toujours eu une appétence plus ou moins pour ça, mais c'est vraiment de fil en aiguille où je suis monté en compétence sur ce secteur d'activité. Voilà, j'ai vraiment identifié ce besoin-là chez les cabinets.
de par ma profession, c'est vrai que les cours d'informatique en plus qu'on avait en compta, ça me parlait pas forcément, système d'information, etc. C'était très abstrait pour moi. Et c'est quelque chose que j'ai appris à aimer à travers le développement de Willib, à travers, ben voilà, on a un problème. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Tiens, ben on va découvrir des nouveaux outils propriétaires de Notion, de Slack, de Zapier, etc., etc. Et puis on va essayer de donner de la cohérence avec ça. Et puis plus on en apprend sur le web et sur le digital, plus on a envie d'en faire sur l'organisation interne ou sur du marketing également. Donc c'est vraiment quelque chose que je connaissais pas du tout initialement. Je suis pas un geek à la base, mais je deviens petit à petit. Ça marche. Et moi, je voulais juste aussi t'entendre sur la partie vraiment conception en fait de cette solution, parce que le concept de guichet unique, il est assez compréhensible. Mais est-ce que tu as eu euh, tout de suite cette vision-là, ou est-ce que tu as eu des sources d'inspiration aussi dans peut-être d'autres secteurs d'activité où tu as vu des services un peu similaires et tu t'es dit ah, tiens, ça dans le domaine de l'expertise comptable, ce serait génial. Comment ça a cheminé un petit peu entre ta première idée de dire il faut leur faciliter la vie et les moments où tu es rentré à l'auberge numérique, tu as eu plein de retours, j'imagine, de mentors, de startup managers. Raconte-nous un peu cette phase de conception. Ouais, alors Willib, c'est la définition même du MVP et t'apprends, tu itères, etc., tu échoues. En gros, au début, c'était très très flou dans mon esprit. Je me rends compte. C'était l'idée juste d'automatiser, de simplifier la vie des cabinets. Donc, j'avais commencé à travailler sur un premier produit avec un CTO qui n'est pas mon associé actuellement, initialement, qui faisait vraiment de la gestion du tableau de bord pour le cabinet et de l'automatisation de la saisie. Donc ça partait vraiment un peu dans tous les sens. Et en fait, c'était un produit qui faisait tout, mais qui faisait rien à la fois. Et j'avais pas vraiment identifié le premier point de douleur des cabinets qui ferait que le produit allait se vendre. Et je suis reparti de zéro, justement, fin 2017, hein, quand je suis rentré à l'auberge numérique, typiquement. Et puis j'avais quelques cabinets avec moi qui me soutenaient, que j'avais prospecté au début et qui étaient intéressés pour mettre un ou deux premiers clients. Donc parti de ce principe, j'ai développé ce qui avait de plus simple pour aider les experts comptables, une solution qui permette d'échanger les documents facilement, en me disant demain on ira sur de l'automatisation de la saisie comptable, donc transformer une facture en écriture comptable. Et le premier besoin, voilà, c'était simplifier la collecte parce que c'était déjà une difficulté chez les cabinets. Je m'en étais d'autant plus aperçu en commençant à travailler en cabinet. Ça s'est construit vraiment progressivement. Il y a toujours eu dès le début, alors qu'il y avait vraiment rien sur le produit, une ou deux entreprises qui utilisaient, qui simplifiaient, qui échangeaient avec leur expert comptable par ce biais-là. Au début, j'étais beaucoup de POC, hein, donc c'est-à-dire des tests de. Proof of concept, on dit. Exactement. Preuve de concept. Avec des automatisations derrière Zapier, des intégrations des outils tiers intégrés à l'intérieur de la plateforme pour tester une fonctionnalité avec des smart sheets ou des choses comme ça qui sont des outils tiers, mais ça a permis vraiment d'apporter énormément de valeur rapidement à des utilisateurs avec très peu d'efforts dev, où j'avais pas d'équipe en plus de constituer à ce moment-là, hein. Je travaillais avec un freelance derrière qui était en plus pas toujours présent et qui m'aidait à développer le produit. Et c'était très intéressant parce que ça m'a permis vraiment de commencer à communiquer, de présenter le produit à des cabinets. Et fin 2018, j'avais un produit qui était pas dingue encore, mais je faisais plein de démos à des cabinets qui me disaient voilà, là effectivement la marque blanche c'est un point hyper important pour eux. Ok, donc on va faire la marque blanche. Et puis dans la construction de la conception du produit, il y avait un jargon qui parlait bien au cabinet, avec une structuration de leur modèle de document, un système de pastilles qui leur permet d'indiquer lorsqu'un nouveau document a été déposé, qui leur évite de fouiller comme ils le font aujourd'hui dans la Dropbox de leurs clients pour savoir s'il n'y a pas un nouveau document. Enfin, vraiment des petites fonctionnalités clés qui font que le produit devient attractif pour les cabinets et que ça leur parle finalement. Donc ça, c'est vraiment toute la première. Ouais, vas-y. Ouais, non, mais je me permets de te couper, mais en fait, ce que tu dis quand tu as introduit en disant c'est la définition même du MVP, c'est vraiment même voilà du lean startup dans le sens où ce que tu dis, c'est qu'en faisant des micro POC, des micro démos à chaque fois avec tes clients potentiels, ben au final, tu arrives petit à petit. Alors c'est parfois des petites étapes, mais petit à petit, à chaque fois vers un meilleur produit qui correspond de plus en plus à leurs attentes au final.
Ouais, exactement. Et ça, c'est hyper Et ça, c'est un super apprentissage. Et c'est un super apprentissage, surtout quand tu te lances et que t'as pas beaucoup de moyens au final, parce que ton produit, comme t'as pas de moyens, la tech ça coûte mine de rien pour avoir un gros produit. Les grosses boîtes qui se lancent aujourd'hui rapidement avec un produit dingue dès le début, c'est parce qu'elles ont eu des moyens au début pour sonder leurs utilisateurs et pour développer un gros produit. Quand t'as pas de moyens, tu dois vraiment t'appuyer sur le retour de l'expérience de tes utilisateurs pour faire en sorte que tes efforts ils soient concentrés sur les fonctionnalités qui apportent le plus de valeur à tes utilisateurs. Et c'est bien au début, il faut arriver à s'en sortir. Aujourd'hui, du coup, comme on est plus structuré, il faut qu'on essaye de faire la part des choses entre les retours directs de nos prospects, de nos clients, etc. Et concilier ça avec une vision aussi plus long terme de ok, maintenant qu'on a plus de moyens, qu'on a un parc d'utilisateurs plus important, où est-ce qu'on veut amener nos utilisateurs là-dessus. Donc c'est un swipe qui est assez important. Et simplement dans la construction du produit, un point qui a été fondamental pour Willib, c'est l'arrivée de mon associé Antoine en avril 2019, qui a vraiment, lui directeur technique, beaucoup plus d'expérience sur ce sujet-là, qui a vraiment apporté sa patte technique et technologique et qui nous a permis de franchir un cap justement pour passer d'un produit MVP à un produit bien et utilisé par beaucoup de cabinets d'entreprise. Non, mais c'est top. Je suis content de t'entendre raconter l'histoire parce qu'au final, il y a beaucoup de similitudes avec deux autres personnes qui sont passées dans le podcast. Et donc, petit à petit, moi, Ok. plus les gens vont raconter cette histoire, plus ça va me servir dans le sens que c'est une histoire que j'essaye de pousser au maximum aussi, moi, aux entrepreneurs que je rencontre, qu'il faut passer par ces étapes-là. Mais ça fait beaucoup écho à Adrien Martin de Archidvisor qui racontait aussi que dès que son CTO est arrivé, il a pu mettre en place une architecture plus solide, etc., amener son expertise, mais qu'avant, il avait fait aussi toutes ces étapes avec plein d'outils tiers. Thibaut Renouve de Arrivage, pareil, même histoire. Donc, on est en train de distinguer aussi des sortes de mécaniques qui fonctionnent, c'est-à-dire de prototyper, de avancer avec ses clients potentiels, et puis quand on arrive à un certain niveau de maturité, passer sur quelque chose de techniquement plus solide. Donc, ouais, moi, je suis ravi de t'entendre dire ça. C'est ça. Mais tu vois, Adrien, on peut dire que Willib, c'est l'école Archidvisor parce que quand je suis arrivé à l'auberge, justement, ils étaient là et ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup mentoré et ils m'ont aidé aussi à acquérir cet état d'esprit de POC. Hein. C'est vraiment après les premiers échanges avec l'équipe Archidvisor, on a fait un point dans un café où le soir même, j'ai poké une nouvelle fonctionnalité qui a porté beaucoup de valeur à Willib par la suite. Donc c'est vraiment je leur dois beaucoup et effectivement c'est tout à fait cette logique là. On fait du bidouillage dans tous les sens, mais en tout cas on apporte beaucoup de valeur à nos utilisateurs. Génial. Sur un aspect peut-être moins technique, est-ce que il y a des avantages quand on monte sa boîte avec une formation comme la tienne avec toute l'expertise qu'on a, tu vois, quand on a tendance à dire quand on a un designer ou un tech qui monte sa boîte, sa startup, ça a des avantages aussi. Est-ce que toi, il y avait des avantages à monter ta boîte? C'est clairement sur l'aspect financier, ça aide énormément toutes les personnes qui m'ont accompagné, Unitech, Réseau Entreprendre, etc. La plupart du temps, ils sont pas repassés sur mon business plan. C'est toujours moi qui ai construit mon BP tout seul. Et ça, c'est hyper important aussi. C'est un conseil à donner. Il faut toujours être au plus près de son business plan et parce que c'est un exercice super qui te permet de réfléchir à comment tu construis tes coûts, comment tu fais ton acquisition, d'anticiper aussi les éventuels problèmes, difficultés, parce que tu crois toujours que tu vas gagner beaucoup de CA dans les 3 premiers mois, alors qu'en réalité c'est dans les 9 premiers mois. Et donc tu dois toujours t'adapter. Et cette formation en expertise comptable, elle m'a permis d'être très très proche de mes chiffres et d'automatiser et de rationaliser la gestion financière assez tôt. Même si aujourd'hui, voilà, c'est un autre step encore une fois qu'il faut franchir pour structurer l'entreprise, mais clairement c'est une vraie valeur et quand on échange avec d'autres boîtes justement, moi, j'apporte ma touche. Ok, je t'aide à construire ton BP, mais toi tu m'aides à faire autre chose.
Oui, ben c'est d'ailleurs, vous devez certainement tous vous apporter quelque chose parce que les gens qui avaient pu participer à Open Startup l'ont vu. Tu partages tes bureaux avec deux autres startups Ouais. qu'on peut nommer. Il y a Journée de chasse qu'on connaît bien chez Tracteur et puis il y a Chariot Trip. J'oublie l'autre nom de la boîte. Best Itinerary. Best Itinerary, voilà, de Julien. Et puis une troisième boîte maintenant qui s'appelle Jean Fourche, c'est une marque de vélo qui se lance sur Bordeaux. Ok, trop bien, trop bien. Et en effet, ben, j'imagine, ben, tout comme aussi, encore une fois, École ArchAdvisor, alors beaucoup d'influence de la part peut-être d'Adrien, mais c'est surtout que je pense que ça montre un vrai besoin qu'ont les entrepreneurs à se parler ensemble, mais eux aussi, ils partagent leur bureau avec Wanted notamment. Donc, très cool de voir cette solidarité entrepreneuriale. Je reste un peu dans la partie finance parce que même si on va faire un gros bond dans le futur, là, enfin, dans l'histoire de Wellib, donc, je t'ai demandé si ça avait un intérêt d'avoir cette formation-là pour structurer sa boîte. Quelques temps après, en début 2021, vous avez levé là un peu plus d'1 million d'euros. Ouais. Ça aussi, j'imagine que ta casquette d'expert en formation expert comptable a pu aider à rassurer peut-être les VC. Moi, je voulais plus t'entendre sur quelle perception tu as de la partie justement levée de fonds, parce que dans ce podcast j'ai eu deux types de profils. J'ai eu à la fois des gens comme Cédric Dumas de Weedy qui va faire une levée de fonds par an, ou Rodolphe Barrère qui a progressivement levé de plus en plus d'argent avec plusieurs tours de financement, et à l'inverse quelqu'un comme Pierre-Henri Deballon de WizEvent qui lui a fait une levée de fonds d'à peu près 1 million d'euros d'ailleurs, pour vraiment passer un petit cap, et ensuite son objectif, il s'est fixé la rentabilité. Et aujourd'hui, il cherche la rentabilité plus que le côté levée de fonds. Comment toi tu vois un peu les choses pour Wellib Alors nous, on a une approche qui est quand même plus orientée vers la rentabilité. C'est, on va dire mon côté ancien futur expert comptable qui parle, et puis aussi Antoine mon associé qui est très porté là-dessus. Ouais. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment les 120 000 euros de chiffre d'affaires annuel généré par chacun de nos salariés. C'est vraiment là où on doit aller le plus tôt possible. Parce que c'est ce qui nous permettra d'investir plus et puis de faire une levée dans des meilleures conditions si jamais on doit la faire, et pour des vrais objectifs de croissance. Pour autant, on n'est pas dogmatique. On voit aussi au fur et à mesure de nos développements que si tu lèves pas malgré tout dans la tech et que tu as commencé avec peu de moyens, c'est très difficile d'atteindre des objectifs très ambitieux très rapidement, sauf à faire un petit peu de service autour où tu peux apporter ta compétence. Donc nous, on voulait pas lever initialement, et puis on a eu une très belle opportunité en fin d'année auprès de Side Capital, qui est un fonds que je recommande énormément de par son côté très humain et sur l'accompagnement qu'il apporte, est très bienveillant. Et donc en fait, on a bouclé cette levée de fonds en 6-8 semaines, quoi. Entre le premier contact où Renaud est revenu vers nous et puis le closing. Et ça s'est fait parce que c'était dans un moment aussi où on avait des grosses attentes de la part de beaucoup de nos clients sur la tech justement, et on sentait que si on restait dans la configuration dans laquelle on était, on ne pourrait pas atteindre les attentes de nos clients. Et donc on a pris le parti de lever pour recruter, pour franchir un cap justement, et pour faire entrer l'entreprise dans une nouvelle dimension. Donc aujourd'hui, on a de quoi voir venir grâce à cette levée. On continue à investir et notre but, c'est de faire de l'acquisition et du chiffre d'affaires le plus tôt possible. Mais on a conscience que demain, si on veut aller à l'international, si on veut apporter, devenir vraiment leader sur ce marché-là de la solution collaborative pour les cabinets d'expertise comptable, on veut vraiment avoir un impact. On veut que demain, un chef d'entreprise, s'il a le choix entre un expert comptable Willib et tout autre expert comptable, il choisisse à 100% cet expert comptable-là, tellement le service est fluide et simple avec lui. Voilà, pas de dogme, mais priorité quand même sur la rentabilité, et c'est ce qu'on inculque et c'est ce qu'on dit aux équipes. Ok, top. Bah, merci de ta transparence, de ton avis là-dessus, même si en effet, comme tu le dis, ça peut évidemment changer au gré de la vie de l'entreprise. Mais c'est intéressant moi j'aime bien creuser ces aspects-là et se nourrir parce qu'au final, chacun a une version de l'entrepreneuriat qui est très différente. Et puis,
en fonction aussi des solutions que les startups proposent. Il y a, voilà, si tu es en B2B, Ouais. B2C, ça peut être très différent, en effet. Et mine de rien, il y a la réalité aussi, parce que quand tu te lances, tu dis toujours, bon, nous, on va pas cramer du cash, on va juste essayer d'être rentable. Tu fais ton BP rapidement, tu te dis, ben voilà, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Et en fait, tu as toutes les erreurs, tout que ça a un coût, une mauvaise embauche. Voilà, il y a toute une vague et une série d'apprentissages qui font que si c'est ta première boîte, malgré tout, il y a un coût important. Et c'est déjà bien d'arriver à se lancer là. Et donc, il faut pouvoir lancer, il faut pouvoir le lever pour pouvoir corriger, se permettre de se tromper aussi, Mhm. et pour rivaliser face à d'autres acteurs sur notre marché. Il y a Ouais. de plus en plus de levées. Quand tu vois un Payfit qui lève énormément, alors c'est pas du tout un concurrent à nous, mais c'est quand même le même marché plus ou moins, euh, du conseil en entreprise et de la gestion comptable et financière des entreprises. Ben voilà, si tu veux exister, si tu veux réaliser, malheureusement, je pense que Ouais. avec un minimum d'ambition, tu es obligé de passer par cette étape-là. Mais ça doit être très encourageant aussi pour vous de vous dire que ce marché-là est en plein dynamisme, tout ce qui est autour de fintech, legal tech. Ouais. Alors je sais pas dans quelle catégorie on met les acteurs comme Wally, Payfit et autres, Alors mais c'est la RegTech. RegTech, voilà. Même on peut aller jusqu'à la Comptatech. Comptatech, de toute façon, il y a tout en tech, hein. Il y a tout qui existe en Exactement. tech, mais non, mais ça doit être franchement assez stimulant de se dire que le marché est véritablement en train de bouger. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une transition toute faite vers des choses que vous essayez de mettre en place pour fédérer ces acteurs. Il y a eu plein d'initiatives que je tiens à saluer et du coup, je mettrai toutes les infos dans les notes. Il y a eu déjà le fait de créer un label qui s'appelle Comptalab, donc tu vas nous en parler. Et à côté, le fait de pas être un simple acteur dans son domaine, mais aussi voilà l'idée, amener des nouvelles idées. Donc c'est ce que vous avez fait avec un podcast, des webinaires assez régulièrement avec d'autres acteurs. J'imagine que tout ça, ça rentre voilà dans une stratégie plus globale de l'entreprise, le fait de produire du contenu, de montrer que vous êtes aussi transversal, à l'instar de votre solution en fait. Mhm. Ouais, c'est hyper important. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que moi, ce marché-là, je l'aime beaucoup. J'aurais adoré être expert comptable, je pense, parce que c'était vraiment des études qui me passionnaient. Donc, c'est vraiment un marché que j'adore, et il y a une vraie volonté de apporter quelque chose à ce marché. De dire, voilà, encore une fois, si il faut que Willib ait eu un impact là-dessus. Et le problème qu'on résout auprès des experts comptables, qui est celui de la digitalisation des échanges, etc., on le résout à travers notre produit, mais pas uniquement à travers le produit. Il y a une grosse évolution de mentalité à faire dans la profession pour se digitaliser, qui est vraiment en cours. Et il y a aussi une évolution à faire dans la perception des entreprises vis-à-vis de leur expert comptable. C'est vrai que l'expert comptable, il peut faire plein de choses pour le client, mais le client n'est pas toujours au courant, parce que le cabinet n'a pas forcément le temps de vendre la prestation, parce que euh, voilà, l'expert comptable, c'est une profession libérale, donc il n'a pas forcément la com et le commercial dans ses gènes. Et donc, on veut vraiment dire aux chefs d'entreprise, regardez, faites confiance à cette profession-là qui est, qui est Qui est essentiel qui est d'ailleurs. essentielle. C'est-à-dire qu'il y a zéro entreprise qui a pas de compta, à moins que tu fasses la compta en Exactement. interne, mais enfin autant tu peux te passer d'autres fonctions support comme de la com, etc., du commercial, comme tu le dis, mais la compta c'est obligatoire quoi. C'est essentiel, et c'est pas essentiel que pour des obligations fiscales, c'est Mhm. vraiment essentiel parce que ça doit devenir un outil de gestion, parce que c'est quelqu'un Ouais. qui a des boîtes comme les tiennes, ils en ont vu déjà passer 15, et donc ils peuvent te dire, ben voilà, là tu auras un problème à ce moment-là, voilà comment est-ce que tu peux euh, Oui, c'est pas qu'un exécutant, il y a toute cette vocation conseil derrière. Ouais. exactement. Un cabinet bien organisé, il a une bonne partie de la production comptable qui est automatisée, grâce à Willib notamment. Il a cette capacité de te fournir des livrables réguliers, et puis il anticipe aussi toutes les échéances et les obligations réglementaires. Pendant le Covid, combien d'entrepreneurs ont appelé leur expert comptable pour savoir que faire? Et d'ailleurs, heureusement que ces derniers étaient là, parce que
Ils ont pu faire une veille énorme durant tout le premier confinement sur toutes les annonces gouvernementales pour conseiller leurs clients, euh, parfois sans même facturer leurs prestations parce que c'était pour aider des entreprises en difficulté. Donc ils ont eu un impact très fort et c'est là où je pense beaucoup d'entrepreneurs ont d'autant plus senti et perçu la valeur de leur expert comptable. Donc c'est une profession qui a une mauvaise image, qui est en train d'évoluer énormément, et puis une profession qui doit être acculturée au digital. Donc là-dessus, on veut vraiment lancer plein d'initiatives. On a un blog qui est hyper actif effectivement. Très tôt, une des premières embauches chez nous, c'était Camille qui s'occupe du marketing et qui fait un super travail, et donc qui publie énormément de contenu. Donc dans notre stratégie d'acquisition, c'est hyper important aussi parce que c'est beaucoup de leads entrants et peu de prospection directe. Ce label Comptalab, c'est une idée qu'on est plusieurs à avoir eu chacun dans notre coin en fait sur ce marché-là. Historiquement, tu as quelques acteurs historiques qui répondaient à tous les besoins des cabinets et tu as de plus en plus de nouveaux acteurs qui émergent. Et donc, nécessité pour les cabinets aussi d'y voir plus clair sur tous ces acteurs. Et on s'est réunis avec 5 autres boîtes, Libéo, Chain Trust, Appicab et New Deal. On s'est dit, tiens, on a envie de travailler ensemble, on commence à se connaître. Il faut vraiment qu'on diffuse un message positif à la profession il y a quelques boîtes quali qui existent et qui veulent travailler pour vous, travailler en faveur du digital. Donc c'était pas facile de se réunir pour travailler, pour constituer ce label-là, de faire en sorte qu'on ait des actions communes. Mais on l'a lancé là il y a un an maintenant, au dernier confinement. Avec l'idée vraiment que ensemble on est plus fort et Ouais. qu'on va montrer plus facilement notre capacité à innover. Exactement. On va créer des événements pour les cabinets, on va vraiment et puis on va aller au-delà de toute notion de concurrence, c'est-à-dire que le but du label c'est pas d'être le représentant de Willib, New Deal, Trust, Libéo, etc. C'est vraiment de être une marque en elle-même qui communique quelque chose de positif à la profession et qui apporte de la valeur et du contenu à la profession. Très bonne surprise, premier webinaire, on a eu on a vraiment eu un grand nombre d'inscrits, on était assez surpris. On a eu beaucoup de boîtes qui sont venues nous voir aussi pour rejoindre le label. Donc très tôt, on a fait rentrer une nouvelle promotion de 5 autres entreprises, Microsoft, Atometrix, Evolise, etc. Et Mooncard notamment et ABCSR, il faut tous les citer. Et donc c'était une très bonne surprise. On a lancé en fin d'année ce qu'on appelle le Comptalab Tour. Donc on a fait le tour de France à la rencontre des cabinets aussi, dans une période de Covid assez complexe, également avec un lancement en présence du CEO d'Alan, donc qui a d'autant plus communiqué ce message d'innovation et de modernité auprès des cabinets. Les cabinets étaient hyper heureux de nous voir dans toutes les dates qu'on a faites. On a été de 5 à 30 pour l'instant par date, donc c'est des événements quand même assez intimistes, mais lancés très rapidement et il y a eu beaucoup d'échanges et je pense que c'est le vrai dans notre profession, mais ça doit être vrai dans tous les secteurs d'activité, cette volonté d'échange. Exact, ouais, enfin, c'est ce à quoi j'étais en train de penser, c'est qu'en fait, c'est là aussi, je pense, un autre apprentissage, c'est que là, vous le faites au domaine euh, de l'expertise comptable, mais en fait, cet état d'esprit d'aller voir d'autres acteurs qui sont sur le même marché que soi, de travailler en fait en écosystème, de tous pousser dans le même sens, en fait, ça peut être dupliqué à n'importe quel domaine d'activité, en fait, hein, donc, C'est je ça. pense que c'est un chouette truc à faire et puis ça permet de sortir aussi parfois d'une forme d'isolement où tu es dans ton coin, essayer de travailler pour la profession, etc. Et ben là, tu le fais à plusieurs, donc c'est chouette. Et puis dans ta construction de produit aussi, c'est hyper important parce que en fait, comme on est entouré de plein d'autres boîtes, potentiellement, mais c'est toujours comme ça hein, dans le web, tu développes, donc tu élargis ton champ fonctionnel. Et si tu es tout seul dans ton coin, tu vas développer des fonctionnalités qui sont déjà faites par d'autres personnes. C'est un super exercice d'être dans le comptable parce qu'on regarde les autres boîtes, et on se dit, ok, bon, on pourrait développer ça, mais en fait, ça, lui, il le fait déjà, il le fait bien. À quoi ça sert d'aller là-dessus? Ça, lui, il le fait déjà aussi. Et donc, on va petit à petit, tu construis un produit qui répond à un vrai besoin qui n'existe pas aussi sur le marché. Donc c'est
plus que positif d'échanger et de communiquer entre boîtes du même secteur, et d'autant plus à travers un label qui là en plus a un second souffle parce qu'on vient de recruter notre premier permanent pour ce label-là, qui va nous aider à nous développer, qui va nous permettre de nous inscrire à différents événements, de recruter 5 nouveaux membres également dans le courant de l'année, et de relancer ce compte à Lab Tour chaque année, d'en faire une vraie institution dans la profession. Génial. Justement, on a parlé un peu de recrutement avant. Là, tu viens encore de parler de recrutement. L'invité que j'ai eu la semaine dernière m'a un peu challengé parce que avec elle, donc c'est Amira Boutouchen. Allez écouter cet épisode. On a parlé sur la seconde partie de beaucoup de tout ce qui allait être de la diversité, de la présence des femmes en technologie. En fait, elle m'a dit, tu devrais aussi poser cette question aux hommes que tu as dans le podcast. Donc voilà, je lui ai promis que j'allais lui faire le faire dès mon prochain invité. Donc ça tombe sur toi. Sans qu'on fasse un long débat, est-ce que c'est un truc que vous avez à l'esprit aussi Ouais, chez Wellib et comment vous abordez le sujet très clairement. Alors, la notion de diversité, elle est hyper vaste en fait, hein, parce que il y a la diversité homme-femme, et puis après il y a, je sais pas si on peut employer ce terme, mais la diversité ethnique, tu vois, en fonction des origines de chacun, etc. Oui, si, totalement. Ouais, je pense qu'il faut être clair avec ça. T'as raison, ethnique, de genre. Ouais, Ouais. on a abordé ces sujets clairement, librement. Donc, je pense oui, t'as raison. C'est hyper large. Alors, nous, on est deux associés, deux hommes blancs, hétéros. Donc effectivement, on n'est pas, tu vois, on est l'archétype du start-upper, très diplômé, etc., etc. Mais on fait vraiment attention justement. Alors, petite victoire chez nous déjà, donc on est 15 dans l'entreprise aujourd'hui. On n'est Mhm. pas à la parité, mais on tend à y aller. Tous nos derniers recrutements, quasiment, ce sont des femmes. Et on a une certaine fierté, c'est que la plupart des gros salaires, en fait, les plus gros salaires, les 3 plus gros salaires de la boîte, Mhm. même les 4, hors Antoine et moi, du coup, sont des femmes. Donc si, Ok. donc notre product owner est une femme, notre responsable marketing est une femme, notre COO est une femme. Donc ça, c'est une première petite victoire, même si on n'est pas à l'égalité en termes de nombre, je pense qu'on doit l'être en termes de, tu vois, si on met un coefficient lié au salaire. Et en termes de diversité, effectivement, c'est quelque chose qu'on promeut pas forcément dans nos offres d'emploi. Et c'est quelque chose auquel on réfléchit de le faire, on réfléchit à faire. Mais je te remercie déjà ouais, pour cette réponse parce que je trouve que voilà, c'est pas toujours évident de la poser, déjà, même pour moi, et donc pas toujours évident d'y répondre, mais c'est top comme le disait Amira, en fait, déjà rien que d'en avoir conscience de tous ces enjeux-là, Mmh. c'est déjà une énorme victoire. Et puis, en effet, parfois, on a du mal à tendre vers cette parité. Après, est-ce qu'il en faut vraiment une J'en sais rien, tu vois. Mais bref, en tout cas, c'est intéressant. Je voulais pas Non, non, mais rentrer dans plus le débat, mais c'est important d'y réfléchir, et tu fais bien de le dire parce que, voilà, encore une fois, le start-upper moyen, l'entrepreneur moyen, ben, c'est voilà, comme Antoine et moi, encore une fois, et la diversité, elle est très, très faible, et on le voit aussi avec les autres promos dans les incubateurs, où on a été, etc. On a vraiment cette réflexion, en tout cas, sur la parité, sur la diversité des profils, mais aussi ce qu'on voit, c'est que bon, dans la tech, dans les devs, c'est beaucoup d'hommes, hein, ouais. qui viennent vers nous, et dans les autres postes, il y a une plus grande, il y a une plus grande diversité, donc on essaye de favoriser cette diversité-là, en se basant quand même toujours sur, en fait, quelle est la compétence de la personne au fond, quelle que soit sa couleur et quel que soit son genre, hein. Ouais, top, top. Bah, merci pour cette réponse. Le temps passe déjà assez vite, comme à chaque fois. À chaque fois, je me surprends, en fait. À chaque fois, quand j'arrive à 45 minutes, je suis là en train de me dire, ah, déjà, j'ai pas posé toutes mes questions. Excuse-moi, je Mais parle c'est un peu trop. normal. Non, mais attends, c'est le but du podcast de vous faire parler, donc c'était hyper intéressant. Du coup, je suis en train de regarder les questions que je voulais un peu aborder avec toi. Il y a des choses que je vais pas aborder parce que sinon on pourrait retomber dans 15-20 minutes à parler de tout ça, notamment le côté que vous mettez un peu en avant
côté futur proche, c'est le fait sur aussi de la blockchain, voilà, avec une partie. Bref, je vais pas rentrer dans le détail parce que je vois que je On peut pourrais en aller parler loin. rapidement. La vision Ouais. de Weglib, c'est d'être le standard d'échange de données des entreprises. Et donc faire en sorte qu'une entreprise, elle se connecte à travers son expert comptable, elle ait tous ses conseillers, toutes ses données au même endroit, ses documents juridiques, ses prochaines échéances, etc., etc., et que ces outils soient interconnectés. Et à travers ça, on doit vraiment apporter de la confiance et c'est la décentralisation qui permet de le faire. La blockchain, c'est une des technos permises par la décentralisation. Je te cache pas qu'on aurait voulu être déployé sur cet environnement-là beaucoup plus tôt. Le problème, c'est qu'on doit toujours concilier entre apporter des fonctionnalités à nos utilisateurs qui leur apportent beaucoup de valeur et répondre à la vision technologique de fond. Mhm. Et faire de la R&D, voilà, parce C'est que ça. ça se déploie pas en un claquement de doigts. On ne dit pas copier-coller la blockchain, quoi. C'est pas aussi simple que Exactement, ça. c'est ça, c'est ça. Donc en fait, on pense notre infrastructure en ce sens-là, et puis le jour où Mhm. on passe en décentralisé, ben, on n'est plus autrement. Et la force, en fait, c'est que demain, une entreprise qui dépose des informations, des éléments sur Willib, c'est pas Willib qui est propriétaire de ces documents, c'est pas Willib qui a accès à ces données. Il y a que l'entreprise et les personnes qui ont permis d'y avoir accès et Mhm. qui peuvent y accéder. La difficulté aussi derrière, je te le cache pas, c'est le côté marché produit, c'est-à-dire que c'est une grosse avancée technologique, mais que un fonds, une banque, etc. va moins pousser potentiellement aussi, parce que c'est pas ça qui va te rapporter du MRR à court Mhm. terme. Oui. MRR, on en a déjà parlé avec Ouais, pardon, Pierre-Henri Devallon. C'est le revenu mensuel récurrent, récurrent. Voilà. exactement. Mais parfait. Au final, même avec ce petit teasing, ça répond quand même à la question souvent que je pose de c'est quoi un peu votre vision pour les prochains mois, années, etc. Et donc on voit que votre envie, de toute façon, c'est tu l'as dit un peu plus tôt, de continuer à grossir et d'avoir de plus en plus de clients au niveau français, voire européen, voire international. T'as dit le mot international à un moment donné, donc Tu sais, on la verra. Suisse, c'est international, hein, déjà. Ah oui, non, mais t'es international à partir du moment où tu fais un autre pays, hein, c'est sûr que On est déjà international, on a déjà des clients au Luxembourg et en Afrique. top. Génial. Non, mais c'est tout ce que je vous souhaite de continuer de vous développer. Évidemment, je mettrai plein d'infos là de tout ce dont on a parlé. J'ai souvent pour habitude de poser la question pour terminer sur des choses qui t'ont servi tout au long de la route. Donc, tu as été bien accompagné, on l'entend, par d'autres entrepreneurs, par un incubateur. Mais est-ce que tu as aussi peut-être je sais pas, un livre, une ressource ou une vidéo, quelque chose qui t'a un peu marqué, qui a vraiment qui t'a aidé dans ta posture d'entrepreneur que tu pourrais nous recommander? L'accompagnement, je reviens dessus, mais Unitech, Réseau Entreprendre, c'était vraiment hyper précieux dans les moments de solitude extrême où on croit toujours qu'on peut pas affronter pire problème et on veut juste être dans un igloo et que plus personne ne vienne nous parler. Ben c'est grâce à ce genre de soutien et de recul qu'on parvient à trouver la force de continuer à avancer. Donc ça c'est clé et j'incite vraiment tous les entrepreneurs à être accompagnés au maximum. Ça sous-entend qu'il y a eu un moment ou deux très très durs. Tu te souviens d'un ou deux moments où tu disais, oula, c'est chaud, si l'entreprise pourrait être un peu en danger? Ouais. Au tout début, dans l'étape de conception du produit, avec des nouvelles versions qui doivent être mises en production au même moment qu'il y a des déploiements de nouveaux clients et des premiers clients potentiellement, et que ta version en fait elle marche pas, et que tu as un déni de service et qu'il y a rien du tout, et que tu dis c'est bon, pas d'équipe, pas de produit, rien du tout, tu te dis bon là, il faudrait peut-être se poser la Quelle question. galère. Et c'est ça, tu vois, je pourrais faire un podcast rien que sur cet épisode-là. Et petit à petit, les problèmes ils se résolvent et avec du recul, tu dis bon, mais c'était juste une étape. Mais il y en a plein comme ça, hein, des moments où tu dois faire une phase de croissance et tu as un nombre important d'utilisateurs et puis ton infrastructure qui ne tient pas forcément la route ou des bugs récurrents ou des récurrences et donc pareil des régressions pardon. Tu dois franchir un cap à chaque fois pour passer à l'étape supérieure. Mais je pense que c'est quelque chose auquel on s'habitue petit à petit et on apprend à prendre du recul sur ces mauvais moments. Top. Mais du coup, je t'ai encore ouais, coupé la parole. Donc, je te disais off que ce podcast me servait à moins couper la parole. Mais là, c'est la fin. Donc, j'ai un peu manqué
à mes habitudes. Mais oui, donc sur une ressource à nous partager, ouais. Alors, mes équipes vont me détester, mais moi j'ai lu le livre de Jean-Charles Samuelian de Alan, justement, LC Business, Ouais. que j'ai vraiment trouvé hyper intéressant. Et ça m'a vraiment aidé à réfléchir à comment est-ce qu'on mettait en place notre culture d'entreprise, notre organisation. Et après, j'écoute aussi pas mal de podcasts, Open Startup et puis Génération Do It Yourself, notamment, C'est qui est une très... grosse inspiration pour moi, donc Ouais, qui est pas du tout caché d'ailleurs, mais ouais, c'est un super podcast en effet. Bah, je mettrai aussi les ressources. Et t'es le deuxième à me recommander LC Business, donc il faut vraiment que je le lise. Il est dans ma to-do de lecture, très mais facile à ouais, lire en plus. ouais. Et tu Ouais. dis mes équipes vont me détester, pourquoi? Parce que t'en parles tout le temps, c'est ça? C'est parce que j'en parle beaucoup, effectivement. C'est une grosse source d'inspiration. Chez Willib, on a par exemple une très forte culture de l'écrit également, Mhm. alors qu'on adapte bien sûr à notre manière, mais ça veut dire pas de réunion, tout par Slack et par Trello. Tu viens chez nous, personne ne parle travail à l'oral, tout passe par l'écrit. Ce mode de fonctionnement-là, effectivement, ce côté ambition sans peur, et également qu'on essaie d'inculquer aux équipes au fur et à mesure, et pour permettre de travailler une culture asynchrone où tout le monde va être hyper compétent, un organigramme le plus aplati possible, et tout le monde monte en compétence et peut monter plein de projets à la fois de manière asynchrone. Donc c'est un vaste sujet, cet aspect-là, mais c'est vrai que j'en parle beaucoup, ouais. Top. Eh ben, merci beaucoup, Benoît. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose ou si tu as vraiment un élément à rajouter. Si c'est le cas, je t'invite à prendre la parole. Et sinon, bah, merci beaucoup pour le temps passé, tous ces partages. Encore plein d'apprentissages, je trouve, dans cet épisode. On l'a entendu, vous êtes une entreprise qui n'arrête pas de grandir. Donc, j'imagine qu'il y aura des postes qui vont s'ouvrir ou qui sont Ouais, actuellement ouverts. Donc pareil, allez jeter un œil. Wellib a des chouettes bureaux à Bordeaux, même s'ils sont en train de changer et d'avoir des encore plus chouettes bureaux. exactement. Et on a une page Welcome to Jungle, et on recrute notamment un lead dev senior. Puis on a des postes qui sont ouverts ou qui vont être ouverts aussi dans les prochains mois. On est 15 et le but c'est d'être 25 si tout se passe bien à la fin de l'année. Donc il y aura forcément des nouveaux postes qui vont s'ouvrir. Top, génial. Merci encore une fois, Benoît. J'espère à très vite qu'on pourra se recroiser dans les Ouais, événements vraiment. bordelais, et notamment que vous ferez encore partie de ces chouettes boîtes qui ont ouvert leurs portes lors de Open Startup l'année dernière et qui vont le faire à nouveau cette année. J'y compte bien. Clairement, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Guillaume. Je t'en prie, à la prochaine. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment, et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. D'ailleurs, tant que je suis dans les remerciements, merci à la société Tracteur qui soutient et permet à ce projet Open Startup de se développer. Si vous avez une idée de projet numérique ou un besoin technique pour votre startup, vous pouvez contacter l'équipe qui se fera un plaisir de vous aider. À très vite dans un prochain épisode, ou bien sur LinkedIn si vous voulez échanger. Portez-vous bien et à bientôt.